La zone mixte, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Bonjour à tous et bienvenue dans la zone mixte, l'émission où le football se décortique sous toutes ses coutures. Que vous soyez passionné du jeu ou simplement curieux, ici on plonge bien plus loin que les débats habituels. Moi c'est Tom, et avec mes coéquipiers Sacha, Gary et Nathan, mais surtout le petit nouveau Driss à nos côtés, on est là pour offrir des analyses fines et fouillées sur tout ce qui fait vibrer le ballon rond. Soyez prêts à décortiquer l'actualité, à revisiter l'histoire et à tester vos connaissances. Messieurs, dames, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Messieurs, aujourd'hui on s'attache à nos clubs français. Pour poser les bases du sujet, je te passe le ballon Gary. Vas-y, parle-nous un peu de notre chère Ligue 1. La Ligue 1, souvent moquée comme la Farmers League, est en réalité bien plus performante et attractive qu'elle n'en a l'air. Persuadé que le championnat français se limite à Paris, à ses stars et à Luis Enrique. Pourtant, saison après saison, la Ligue 1 prouve qu'elle a bien plus à offrir que des simples clichés. Entre les retours flamboyants des recrues expérimentées tels que Giroud, Thauvin ou encore Aubameyang, les clubs qui brillent en Europe comme Marseille, Lille ou Lyon, et les nombreux entraîneurs de renom à l'image de Luis Enrique, Roberto De Zerbi ou Paulo Fonseca, le championnat des fermiers s'est progressivement installé dans la cour des grands. Le sacre du PSG en mai dernier a bien évidemment favorisé cette influence et cette visibilité. Alors peut-on encore réduire la Ligue 1 à une Farmers League ? Pas sûr, parce que derrière cette étiquette moqueuse se cachent des équipes en pleine ascension, beaucoup plus compétitives, voire plus spectaculaires. Par exemple, l'OM a inscrit 42 buts à domicile en Ligue 1 en 2025. Il s'agit du troisième total le plus élevé des 5 grands championnats européens, juste derrière le Bayern Munich et le FC Barcelone. Dans l'autre surface, l'efficacité est tout aussi remarquable. Avec seulement 5 buts encaissés, l'Olympique Lyonnais se classe parmi les 4 meilleures défenses d'Europe cette saison. On peut dire également que la Ligue 1 s'impose comme un véritable vivier de jeunes talents, entre les révélations de la saison et les joueurs formés au club qui s'envolent vers les plus grands championnats européens. Le championnat français montre qu'il a sa place parmi les géants. Récemment, on pense notamment à Ryan Cherki, parti de Lyon vers Manchester City, à Elias Benseghir de Monaco au Bayer Leverkusen, ou encore à Dylan Bakwa, transféré de Strasbourg à Nottingham Forest pour 35 millions. Oui, vous avez bien entendu, on parle bel et bien de la Farmers League. Gary, c'est bien, vraiment bien, que la qualité du championnat ne fait que croître. Mais qu'en est-il du niveau des clubs français en Coupe d'Europe ? Nathan, je t'en prie. Vous savez, pendant longtemps, on a ri de la Ligue 1, on a ri de ses pelouses, de ses stades vides en hiver, de ses talents qui partent trop vite. On l'a appelée la Farmers League, comme si elle n'avait pas sa place à la grande table européenne. Sauf que quand on regarde de plus près ces 20 dernières années, on se rend compte que la ferme, elle a donné du beau et du très beau football européen. 2004, l'AS Monaco, une bande qui fait tomber le Real Madrid des Galactiques, qui élimine les Blues et qui s'invite en finale de Ligue des Champions. Ensuite, on a l'Olympique Lyonnais, une équipe qui pendant des années était une habituée des soirées européennes. 8e de finale chaque saison, une demi-finale en 2010 et ce fameux Final 8 en 2020, ce match face à Manchester City et cette fameuse victoire à Lisbonne. C'est d'ailleurs cette même année que le PSG atteint la finale et change de statut. 5 ans plus tard, en 2025, Paris soulèvera la Ligue des Champions. Après des années de frustration, de presque, de quart, de demi-finale, la coupe est enfin rentrée à la maison, après celle de 93 pour l'OM. Mais la Ligue 1, ce n'est pas que Paris ou Monaco, c'est aussi justement l'Olympique de Marseille, ce club qui vit et respire l'Europe comme peu d'autres en France. En 2018, Marseille revient sur la grande scène avec une campagne européenne incroyable qui marquera une génération de supporters, mais qui s'arrêtera malheureusement en finale au profit de l'Atlético Madrid. Et comment ne pas parler Europe avec des clubs comme le Stade Rennais ou le LOSC qui s'installent durablement ? Comment ne pas parler de la dernière campagne européenne et du Brest d'Éric Roy qui en a fait rêver plus d'un ? Ce sont des épopées, des clubs qui se battent à armes parfois inégales, mais qui font douter les grands. On pourrait citer encore des dizaines d'exploits, mais parce qu'il faut être honnête, il y a aussi les cicatrices, les 13 défaites consécutives en Ligue des Champions pour nos amis marseillais, des soirées qui ont fait mal. Et aujourd'hui, c'est l'OGC Nice qui enchaîne une série historique de 14 matchs sans la moindre victoire en Ligue Europa. Ce n'est pas glorieux, non, mais c'est aussi ça le football français, des hauts, des bas, des moments de fierté et des pages à tourner. Alors oui, on peut continuer à dire Farmers League si ça fait rire, mais quand une ferme fait tomber City, joue des finales, gagne la Ligue des Champions et envoie des clubs chaque année en Europe, c'est plus vraiment une ferme, c'est une terre de football, une vraie, et cette terre de football, elle n'a pas fini de se dévoiler au grand public. Sacha, on me souffle dans l'oreillette que c'est le moment d'un des éditos les plus attendus.
C'est quoi ton avis, clairement? La Ligue 1 peut-elle concurrencer à terme les autres championnats? Très clairement, la Ligue 1 s'améliore considérablement ces dernières années. On a pu le voir récemment avec le PSG qui a gagné la Ligue des Champions. On a des clubs aussi qui n'ont plus peur d'investir. Je prends l'exemple de Nice au moment d'Ineos. Il y a aussi Rennes, Marseille, Monaco, Strasbourg maintenant avec Blueco. On a aussi des clubs qui investissent intelligemment, avec par exemple Lille et Toulouse, qui eux misent tout sur la data et qui prennent de jeunes joueurs mais qui sont performants. Très, très franchement, pour moi, la Ligue 1, c'est un championnat qui fait rêver. Moi, en tout cas, on a tous ici à cette table, on a grandi avec ça et on est tous d'accord. Certes, par exemple, moi, en tant que supporter de Nice, ça me plaît pas que Nice joue mal en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Mais c'est comme ça, en vrai. C'est comme Nathan l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie du foot, hein. Driss, justement, toi, ton avis à ce sujet-là? Je trouve qu'on a tout dit, en tout cas, hein, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans notre championnat, on aime ce que produisent nos clubs, que ce soit sur le marché des transferts avec les plus gros clubs de Ligue 1 en tout cas, et en Coupe d'Europe, ces dernières années, on arrive à faire de bonnes performances, surtout avec le PSG l'année dernière, mais même en Ligue Europa, on arrive toujours à avoir 2-3 bonnes équipes qui arrivent à performer. Après, messieurs, justement, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous chiffrez la qualité du championnat au niveau que produisent nos clubs en Coupe d'Europe? Dans la mesure où on peut estimer que la Première Ligue, c'est très franchement le plus grand championnat à l'heure actuelle sur la planète foot. Il n'y a pas toujours eu une Première Ligue avec des vainqueurs anglais sur le trophée avec la coupe aux grandes oreilles. Est-ce que pour vous, c'est un élément fondamental? Ça dépend à quel stade on classe le niveau d'un championnat. Si on prend par exemple la Première Ligue, on sait qu'il y a les grandes équipes comme City, Liverpool, Chelsea, etc. Mais on voit des équipes récemment comme Crystal Palace, Bournemouth, etc. qui commencent à réaliser de très bonnes performances. Et si on fait le parallèle avec la Ligue 1, on peut prendre Brest très récemment dans la saison 2023-2024 qui termine à 3e position et qui se qualifie en Ligue des Champions. Donc ça montre, oui, une certaine évolution sur le niveau de la Ligue 1, mais encore une fois sur le niveau des équipes moyennes surtout, qui ont appris à savoir jouer contre les grosses équipes du championnat et qui apprennent à découvrir l'Europe justement comme un peu en Première Ligue ou dans les autres championnats majeurs. D'ailleurs, en Première Ligue, en 2020, on a eu une finale 100% anglaise en Ligue des Champions et en Ligue Europa, ce qui est assez rare pour le noter. Mais je pense que globalement, ça témoigne quand même du niveau du championnat parce que pendant longtemps, la Liga a dominé justement cette sphère nationale par des très bonnes performances, que ce soit par le Barça, le Real ou encore l'Atlético. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'un championnat espagnol qui est en baisse et pourtant, c'est encore justement ces clubs-là qui performent sur la scène européenne. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de liens ou plutôt d'équipes qui se transcendent ou d'expérience? Ça reste encore à évaluer, mais la Ligue 1 aujourd'hui, c'est une certitude, progresse à ce niveau-là, c'est indéniable. Aujourd'hui, on peut clairement espérer, par exemple, qu'un club comme Strasbourg aille très loin en Conference League, où on l'a vu l'année dernière avec des exploits qui se répètent, Lille, Brest. Je pense qu'on est quand même vers une Ligue 1 qui s'améliore sur le plan. Le problème, européen. c'est qu'on est toujours dans une amélioration à ce stade-là de l'évolution du foot, dans la mesure où Strasbourg aujourd'hui c'est une des valeurs sûres entre guillemets du championnat, ou en tout cas une des équipes qui est en réelle progression. Strasbourg contre Benfica a 100 fois plus d'expérience et 100 fois plus l'ADN Coupe d'Europe que Strasbourg. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pour ça que je vous relance là-dessus. Mais ça se travaillera avec le temps, c'est de l'expérience, donc forcément c'est des clubs qui vont devoir en acquérir. Je pense que des clubs comme Lille aujourd'hui, on l'a vu récemment contre la Roma, sont capables aujourd'hui de mettre à profit cette expérience pour remporter ce genre de match. Maintenant, là, je pense qu'il y a quand même un aspect important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les entraîneurs. Justement, aujourd'hui en Ligue 1, on va pas se le cacher, on est capable d'attirer des entraîneurs qui... L'exemple avec Marseille d'ailleurs, je vais aller plus proche, en Roberto De Zerbi qui a pu refuser des gros clubs comme le Bayern. Considéré comme le successeur de Guardiola à Manchester Exactement. City. Et il est allé à l'Olympique de Marseille et je pense qu'il est parti pour y rester pour un bon moment. Donc forcément, cet attrait que les entraîneurs ont pour ce championnat, c'est un vrai signe d'évolution. Après, on a toujours nos fameux entraîneurs français comme Bruno Genesio qui arrivent toujours à réaliser ses exploits avec Lille, comme on l'a vu l'année dernière contre le Real Madrid, la Juventus ou encore Atlético Madrid. Ou Garcia avec Lyon, du coup, comme le disait très justement Nathan avec le Final 8 de 2020, ça c'était waouh! Entre la Juve qui sortent, parce que la Juve, ils le sortent, si ma mémoire est bonne, ils les sortent en phase aller-retour et non sur un match sec. City les sortent en sec. Et ensuite, contre le Bayern, Lyon tombe face au Bayern, mais un Bayern qui était plus fort et sur lesquels ils ont ouvert le score, il me semble. Non, il y a eu 0-3, je crois. C'est exactement ça. Et c'est Depay qui rate son face-à-face c'est Dembélé. en début de match.
C'était pas Toko Ekambi plutôt? C'est Depay et Toko Ekambi. Depay qui se retrouve en face à face à Neuer. C'est possible, ouais. Et après Toko Ekambi qui rate une action aussi à bout portant. Donc l'exploit était vraiment proche. Moi, pour le coup, je m'imaginais à une finale 100% française. Paris-Lyon, j'étais prêt à voir ça, mais bon. On va dire que c'est des exploits qui vont rester. Enfin, moi, je pense surtout à l'exploit lyonnais à l'Etihad, qui est resté sur, il me semble, 2 ans sans défaite à domicile en Coupe d'Europe. Et c'est Lyon, c'est Nabil Fekir, ce fameux Give Me... Recube the Ball. Bien sûr, Recube the Ball Exceptionnel, ça. qui vient battre City chez eux. Donc, c'est des exploits qui marquent et qui restent. Mais on peut aussi parler de l'épopée de Francaise avec Lens, parce que c'est lui qui amène un peu aussi cette révolution, ce phénomène avec Lens. Et c'est assez drôle justement de voir sa situation avec Nice un peu plus difficile. Face à Arsenal, Eli Wahi, c'était bien marrant ça aussi, avec Ez, où en fait ils avaient carrément surclassé Arsenal dans le jeu. C'était une bataille tactique incroyable. Arteta Ez, les demi-espaces fermés sur les côtés. Et puis la finition de Thomasson à la fin, dans les dernières minutes, c'est assez dingue. Maintenant, est-ce que le débat, maintenant, on pourrait pas plus le recentrer sur le fait que pendant longtemps, on a critiqué le championnat français aussi pour, en quelque sorte, cette non-compétitivité avec le Paris Saint-Germain, cet écart qui se concrétise au fil des années, malgré le fait qu'on a eu des clubs comme Monaco, comme Lille, qui ont pu remporter le championnat. Est-ce que si on compare aujourd'hui avec des championnats comme la Première Ligue, l'Espagne, la Serie A, et je dirais même la Bundesliga, même si c'est vrai que le Bayern a remporté la majorité des derniers championnats, est-ce que finalement ça n'a pas desservi la Ligue 1 d'avoir un Paris trop fort ? Moi, très clairement, je ne regarderai pas la Ligue 1 au niveau international pour le moment, parce que, comme vous l'avez dit, on parle que d'exploits. On n'est pas encore habitué au grand rendez-vous. Mais, par exemple, l'écart avec le PSG se rapproche. Par exemple, la saison dernière, on l'a vu, entre la 2e et la 7e place, il y a eu 7 points d'écart. Certes, Paris a été champion dès la 28e journée, mais là, pour le moment, en vrai, on a quand même réussi à avoir, entre la 2e et la 7e place, beaucoup plus de compétitivité. Et jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas qui allait aller en Ligue des Champions. Donc, en tout cas, au niveau français, la Ligue 1 elle s'améliore. Après, sur le plan international, on parle encore d'exploits et ça va être encore comme ça pendant, je pense, un petit moment. Après cette saison, on a l'impression que c'est quand même plus resserré. Déjà, il n'y a qu'un point d'écart là, à cette trêve. Mais le PSG, je pense que cette année, ils vont déjà souffrir des blessures à cause déjà de leur grosse saison l'année dernière et la Coupe du Monde des clubs. Il ne faut pas oublier que Hakimi part à la CAN aussi. Donc cette année, ça peut être plus serré. La seule équipe qui devrait rivaliser, c'est Marseille. Ils ont quand même un gros effectif pour jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Après, il y a Monaco aussi, même s'ils déçoivent pour l'instant. En plus, ils ont changé d'entraîneur. C'est un début de saison un peu compliqué. Et après, le reste, ça va jouer entre guillemets l'Europe, mais peut-être pas assez pour titiller le PSG en tout cas. En fait, pour moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que la Ligue 1, vis-à-vis des autres championnats, gagnerait à ce qu'il y ait une course au titre. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais s'il y a une course au titre, la Ligue 1 serait prise au sérieux davantage. Dans la mesure où, en fait, aux yeux des Anglais qui ne regardent pas la Ligue 1, admettons, les clubs français, c'est seulement des équipes qui se disputent des matchs entre eux et qui viennent perdre le trophée de Ligue 1 face au PSG chaque année. Et est-ce qu'au niveau du coup national, il ne faudrait pas instaurer comme en top 14 au rugby, ce système de la première à la 6e place, ça permet d'aller en Europe, et ensuite faire un espèce de demi-finale, finale pour savoir qui remporterait le titre. Peut-être ça rajouterait aussi un petit peu de... Comme en Belgique. Ouais, voilà, très clairement. Un système de play-off, quoi. Ouais, des play-offs pour voir qui serait champion, et juste le classement servirait à savoir qui irait en Europe. Après, ça enlèverait un peu le mérite. Si on a un PSG qui a 20 points d'écart, c'est pas nécessaire de faire des play-offs comme ça, en tout cas. Le championnat, il est censé récompenser l'équipe la plus régulière sur 34 journées. Et je pense que si le PSG est la plus régulière et l'équipe qui remporte le plus de points sur 34 journées, c'est elle qui mérite le trophée de champion. Les play-offs, ça peut être possible en cas de qualification pour une compétition européenne. Mais pour la victoire de la Ligue 1, en tout cas, je pense pas que ça serait une solution nécessaire, en tout cas. Ça s'entend. Après, le problème, c'est que, encore une fois, est-ce qu'on chiffre la qualité du championnat vis-à-vis de l'idée de ce que les autres se font ou la nôtre? Parce que je suis obligé, Nathan, pour te faire sourire un petit peu, d'évoquer la citation de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas forcément très objective, qui assume très clairement la position de dire que la Saudi Pro League serait plus qualitative que le championnat de France de Ligue 1. Moi, ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire d'entendre ça quand on voit des joueurs comme Seko Fofana qui ont disputé quasiment tous les matchs en Arabie Saoudite et qui reviennent en Ligue 1 et au bout d'une demi-heure ils sont complètement épuisés.
Je pense que c'est quand même révélateur d'une intensité qui est bien différente. Et je pense quand même que la Ligue 1 ces dernières années a vraiment passé un step sur ce plan-là. On l'a vu aussi lors de l'arrivée de Lionel Messi, où on pensait que ça allait être facile et ça ne l'a pas été. Bon, pour d'autres raisons, mais aussi pour peut-être une Ligue 1 qu'on a sous-estimée. Là aussi où je pense que c'est intéressant d'en parler sur le plan international, c'est qu'on a vu un PSG qui a possédé des stars comme Neymar, Mbappé, Messi. Forcément, ça gagne en visibilité avec ce genre de joueurs. Aujourd'hui, c'est un Paris qui a perdu ses joueurs, qui a remporté une Ligue des Champions. Ça montre aussi d'autres choses. Ça a amené aussi des clubs européens à se pencher sur d'autres prospects en Ligue 1. Des clubs comme Monaco, comme Lyon, comme Rennes, qui ont des centres de formation qui sont extrêmement développés et qui, pour le coup, vraiment montrent une visibilité sur des joueurs qui peuvent partir au Real, au Barça, en Première Ligue, en Serie A. Je pense que l'attrait de la Ligue 1, il est là. Et si on veut que ce championnat reste ce qu'il est et qu'il s'améliore, la première chose, c'est qu'il faudrait réussir à garder ces joueurs plus longtemps en championnat. C'est ça, c'est pas pour rien que ce championnat s'appelle la Ligue des Talents. On en a eu beaucoup des talents, rien que Dylan Bakwa par exemple l'année dernière, qui part ensuite à Nottingham Forest, c'était un super bélier. Mais le problème c'est que nos joueurs, on a tendance à les faire exploser. Ils peuvent rester 1 an et après on les envoie toujours dans un championnat pour un transfert à 30-40 millions d'euros. Il faudrait réussir à les garder. Il y a certains clubs qui arrivent, mais très peu en tout cas. En fait, c'est toi, Nathan, qui avançait ça il y a peu quand on discutait entre nous. C'est que le championnat d'Espagne, par exemple, la formation était telle que c'était des joueurs qui étaient formés pour rester dans le championnat. Nous, c'est des talents bruts qui sont formés pour performer ailleurs et être polis par les plus grands clubs aux alentours. En fait, il faudrait trouver un juste milieu à ce niveau-là, mais comment on se positionne pour ça, quoi? Tu peux prendre l'exemple, par exemple, des Italiens. Il y a très peu d'Italiens dans les autres championnats qu'en Italie. Et c'est vraiment, ils restent entre eux, ils excellent dans les petits clubs, dans les clubs moins forts, puis ils vont chez les gros, Milan AC, à la Juve, à l'Inter. Et c'est comme ça que l'Inter fait 2 finales en 5 ans. En 3 ans même. 2 finales en 3 ans. 2 finales en 3 ans, et avec un effectif qui n'avait pratiquement pas changé, et la plupart étaient italiens. Après, il y a aussi une question de concurrence. On sait qu'il y a certains clubs qui ne veulent pas vendre à d'autres clubs du même pays juste pour une question de concurrence. On avait pensé à Dylan Bakwa, je sais qu'il était courtisé par certains grands clubs français. Et Strasbourg a décidé, certes, pour le faire partir un peu plus cher, mais de le faire partir à l'étranger seulement pour une question de concurrence. Zegrova, il y avait un accord avec Marseille. Enfin, tout était bon pour qu'il signe à Marseille. Au final, il est parti à la Juve, entre guillemets, seulement pour une question de concurrence, selon Olivier Létang en tout cas. Et d'ailleurs, ça concerne même plus aujourd'hui que les grosses écuries. C'est carrément même l'Arabie Saoudite. Il me semble que la Ligue 1 est un des championnats les plus touchés justement par ce phénomène-là. On a eu Nathan Zézé à Nantes qui est parti en Arabie Saoudite. Il y a eu Marchil Boulkani. Boisbré aussi, le jeune talent de Monaco aussi. Ouais, c'est ça. Après, c'est aussi une question économique. Il y a beaucoup de clubs qui vivent de leur centre de formation et des jeunes joueurs. Ces joueurs-là, quand ils explosent, ils sont obligés de les vendre entre guillemets pour survivre, avec notamment aussi la baisse des droits TV. Donc ça joue. Mais pour moi, après, si vous mettez du point de vue du joueur, aussi partir, c'est aussi excitant parce que très souvent, ils ont un salaire qui est mirabolant en partant de France. Et j'avais vu avec Nathan Zézé, pour revenir sur ce que tu as dit, il passait de 100 000 euros par mois en Première Ligue à 4 millions par an en Arabie Saoudite. Donc quand tu as 18 ans, très certainement, ça te donne envie de partir. Non, encore une fois, rien ne les empêche de revenir derrière en Europe. Le problème, c'est que comme avançait Nathan, rien qu'à voir avec Seko Fofana, après, le joueur est un peu plus âgé, donc c'est différent. Mais revenir en Europe, t'as l'impression que tu dois refaire une préparation, tu repasses un stade de ta carrière qu'en fait t'avais déjà passé. Il y a des contre-exemples évidemment. Moi je pense à le premier qui vient en tête, c'est Yannick Carrasco à l'époque où il part en Chine et qui revient à Atlético et qui performe tout de suite. Tu dis que le mec il est jamais parti. Alors qu'en fait, quand il est reparti en Arabie Saoudite derrière, là il y avait des discussions comme quoi Diego Simeone voulait un nouveau retour de Carrasco chez les Colchoneros. Je pense que là, ça va être une soupe différente. Il me semble qu'il y a Gabri Veiga qui était à Al Ahly, qui était en partance du Celta Vigo pour Al Ahly et qui est revenu au FC Porto et qui s'est imposé comme titulaire dans cette équipe portugaise. Et vous, voir des joueurs comme Olivier Giroud ou Florent Thauvin revenir en Ligue 1, des joueurs qui étaient un peu, on va dire, perdus sur le plan individuel et qui réussissent justement dans ce championnat, est-ce que ça traduirait pas d'un côté, certes, un retour en forme, mais aussi peut-être une Ligue 1 qui s'adapterait un peu moins à ce genre de profil? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi je pense que c'est plutôt un point positif, surtout avec Thauvin. On a vu qu'il était pisté par la Fiorentina pendant l'été. Faire le choix de revenir à Lens dans une équipe qui joue pas l'Europe, c'est pas le premier choix que tous les joueurs auraient fait, donc ça relève aussi d'une certaine attractivité. Bon, après pour Giroud c'est un cas
Giroud, c'est extrême. un but, hein. C'est un but en MLS sur plus de 20 matchs, donc c'est assez impressionnant. C'est ça, alors que là, il performe. Le premier match, il met un doublé, il me c'est semble, ça, contre exactement. Brest. Ouais, déjà 5, je crois 6 ou 7 buts, je crois. Ouais, déjà, il doit être dans ces eaux-là. à Rennes, ouais. À Lille. Plus la Coupe d'Europe. Parce que ça aussi, encore une fois, quand on en parlait tout à l'heure, à un moment donné, quand les joueurs ils viennent et qu'ils marquent en Europe, c'est un leitmotiv direct pour le championnat. Si pour un neuf, s'il commence à enchaîner et tout, enfin, je vais pas commencer à parler du neuf parce qu'on en a déjà parlé précédemment dans un autre podcast, mais ouais, c'est clair que pour ce genre de profil, c'est excitant. Après, peut-être pour vous relancer aussi un petit peu, une petite dernière relance sympa. Sur l'Arabie Saoudite, c'est un peu le cas extrême et le cas facile. Mais si on parle des championnats qui sont juste en dessous du coefficient UEFA de la France, à savoir les Portugais, les Russes, les Belges, les Néerlandais, on sait, Sacha, que tu le disais très justement, que chaque ailier qui venait des Pays-Bas, qui arrivait en France ou ailleurs, c'était rarement mirobolant. On pense à Calvin Stengs avec Nice, on pense à Anthony quand il arrive à Manchester, ou, ça c'est mon avis, à Païchao quand il signe à Marseille. C'est des ailiers qui coûtent très très cher et qui arrivent en France en France ou ailleurs et qui s'adaptent pas nécessairement. Est-ce que ça révèle aussi justement de l'écart qu'on a en Ligue 1 par rapport aux autres championnats du coup? Après, ça peut relever d'un certain écart aussi, et on l'a remarqué en Europe avec le COEF UEFA ces dernières années, on a pris une avance assez conséquente sur la Belgique et les Pays-Bas qui nous avaient presque rattrapés à un certain moment. Et pour prendre l'exemple de Païchao par exemple, c'est des joueurs qui statent beaucoup dans ces championnats-là. Et quand ils arrivent dans des championnats un peu plus fermés, un peu plus rugueux, comme la Ligue 1 par exemple, c'est tout de suite plus difficile. Il y a eu aussi l'ailier néerlandais de Feyenoord qui était parti à Leeds. Sinistera. Oui, Sinistera. Et Le Stengs, hein, Nice. Hein, oui, directement. Stengs aussi, oui, bien sûr. Et c'est des ailiers qui n'ont pas trop marché en Ligue 1. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, justement, pour être plus synthétique et plus simple, c'est que un prospect français, ou en tout cas qui vient de la Ligue 1, quand il quitte la Ligue 1, on sait qu'il est prêt pour aller autre part. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est pas le cas. J'ai un Dylan Bakwa qui part à Nottingham, on sait tout de suite qu'il va être performant. Là, c'est plus le sujet du coup de la formation, de comment on forme nos joueurs ici en France. Ouais, Ou qu'on développe les talents aussi, tu vois, c'est Ouais, pas bien nécessairement sûr. les Ouais, Français. Je trouve que après le championnat français, c'est aussi un championnat qui est assez fermé. C'est un ancien joueur de Bundesliga qui disait qu'en France, c'est Guirassy qui disait ça, qu'en France, dès qu'un petit club joue un gros, il allait directement tout miser sur la défense et resserrer le jeu, tandis qu'en Bundesliga, un petit club contre un gros va vouloir marquer, avoir ce but d'avance pour s'ils en encaissent un, ils perdent pas le match. C'est plus la mentalité peut-être du championnat sur des années. Oui, mais c'est des philosophies qui sont ancrées dans le Oui, pays. mais ça compte. C'est pour ça que du coup, des Bien ailiers sûr, qui viennent des Pays-Bas où le jeu est peut-être un peu plus écarté, un peu plus libre, Complètement. se retrouvent en France et marquent beaucoup moins. Pour conclure, messieurs, peut-être un mot. Gary, est-ce que la Ligue 1, c'est encore une Farmers League? Ah, c'est difficile comme question. C'est pas encore, ce n'est plus une Farmers League pour moi au vu des dernières prestations européennes qu'ont sorti quelques équipes. Et j'espère que cette année, nos équipes françaises vont montrer sur cette scène internationale que la Ligue 1 a sa place parmi les géants. Et j'espère que Marseille ira loin en Ligue des Champions, que Lille et Lyon en Ligue Europa performeront et que Nice obtiendra enfin une victoire en Coupe d'Europe. Nathan, on parle clairement de 5 grands championnats, pas 4, 5. La Ligue 1 est dedans. Je crois que la Ligue 1 est bien dedans. Je crois que la France a vraiment passé un vrai step ces dernières années et la Ligue 1 n'est plus une Farmers League, c'est une certitude. Sacha? Je suis totalement d'accord. Si on prend l'exemple de la dernière finale de Ligue des Champions, Paris a bluffé le monde entier. Donc pour moi, c'était un bon coup de pub pour la Ligue 1. Et notre Ballon d'Or. Et Dembélé, Ballon d'Or. Qui lui aurait donné? Qui l'aurait vu en signant à Paris? Et qui de mieux pour conclure cette émission que le petit nouveau? Driss, ton avis, ce sera la fin, ça sera l'apogée de cette émission. Je t'en prie. En tout cas, pour l'instant, on peut toujours les considérer dans le top 5 et surtout l'écart s'est vraiment agrandi avec les autres pays. Surtout, on va exclure le PSG qui quand même arrivait à faire certaines performances en Coupe d'Europe, mais quand on voit les autres clubs comme Marseille en Europa League en 2024, alors qu'en Ligue 1 ils font vraiment une saison très moyenne, mais ils arrivent quand même à aller en demi-finale. Quand on voit toutes ces équipes-là capables toujours aller titiller un peu les gros, franchement on peut dire que oui, la Ligue 1 n'est plus une Farmers League. Écoutez messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci aux éditeurs passionnés de foot et merci à vous messieurs à mes côtés sur le plateau. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde du ballon rond. D'ici là, n'oubliez pas de rester connectés, de partager le podcast et de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour le coup d'envoi du prochain épisode. À bientôt.